سلامكم ورحمة الله. ضيف الحلقة ديالنا في بودكاست صوفيا هذه المرة هو مستر كيفين كليمون. هو فرنسي، رقم ما يفوق 17 سنة من التجربة في مجال التسويق وكذلك التواصل الرقمي، إضافة لأنه حاليا ولا كيخدم كمقاول ذاتي في هذا الميدان بالتحديد، وكيعمل كونسلتينغ بزاف ديال الشركات او نيفو ناسيونال انترناسيونال. تجربه اللي هي رائعه جدا ومفيده كثير. حاولنا نتناقشوا على مجموعه من المواضيع بين اختيار هذا الميدان والتطورات اللي عرفها التسويق الرقمي في هذه السنوات الاخيره، خصوصا مع الاكتساح ديال السوشيال ميديا للعالم. اضافه تناقشنا شويه على عقليه الكليون باش نفهموا استراتيجيز اللي ممكن الانسان يستعملها. تحدثنا اضافه لهذا الشيء على طرق العمل اللي استجدت مؤخرا و some pieces of advice اللي هو كيقدر يعطيها للشباب اللي باغيين ينطلقوا في هذا الميدان. فنتمنى ان الحلقه تعجبكم. ما تنساوش ان البودكاست is available on Google Podcasts and Spotify و bien sûr في يوتيوب. وما تنساوش انكم تعملوا سبسكرايب بالنسبه للناس who are not subscribed already اليوتيوب channel ديالنا، واللي ما دايرينش فولو في ال other platforms. وما تنساوش تعملوا لايك وشير مع الفريندز ديالكم اللي عجبتكم الحلقه. وعلى بركه الله فلنبدا. Monsieur Kevin, bienvenue au podcast de Sophia. Oui, bonjour Sophia. Donc du coup en fait c'est Kevin. On fait souvent la confusion des fois entre Kevin et Kevin, mais c'est Kevin. Ah d'accord, j'ai mal prononcé, je suis désolée. Pas de souci. Ok, donc. Et je précise bien que je m'appelle Kevin Clément, et donc du coup effectivement il y a deux prénoms on va dire à chaque fois. Donc mon prénom c'est Kevin et Clément c'est mon nom de famille. D'accord, ok. Alors, Monsieur Kevin, je vais te demander de te présenter, si c'est possible. Ouais, bien sûr. Donc voilà, je m'appelle Kevin Clément, donc j'ai 43 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et donc au niveau de mon parcours professionnel, en fait, j'ai fait une école, enfin j'ai un parcours assez fait classique en travers d'une école de commerce que j'ai effectué en fait en France, à Annecy. Après, je suis parti 1 an en Écosse, parce que j'ai souhaité en fait approfondir et développer un peu plus mon anglais à l'oral, même si l'Écosse c'est pas le choix le mieux par rapport en fait à l'accent écossais pour bien comprendre, mais en tout cas, ça a été très bénéfique, en tout cas pour moi. J'avais besoin de vraiment expérimenter de façon quotidienne, on va dire, l'anglais. Ensuite, je suis revenu en fait en France, même si j'avais des velléités à vouloir vraiment rentrer dans le marketing. Je souhaitais avoir une expérience plutôt terrain sur le commercial, pour expérimenter quelque part la finalisation d'une démarche de vente avant les actions marketing, pour voir jusqu'au bout les interactions que l'on avait avec le client et comprendre en fait encore plus facilement du coup ses attentes. Et après j'ai cherché en fait à travailler dans le marketing, et j'ai trouvé en fait une entreprise du coup qui est spécialisée dans la transformation digitale documentaire, et donc qui est dans la distribution de scanners de documents et de solutions logicielles et des services associés. Donc une entreprise donc pour laquelle du coup je travaillais pendant 17 ans, où j'ai évolué en fait au fur et à mesure de passer d'assistant marketing à responsable marketing jusqu'à des fonctions de direction marketing pendant ces 17 années. Et donc voilà, et puis là donc je me lance en fait à partir donc de ça fait maintenant 6 mois dans le consulting en fait en tant que auto-entrepreneur, pour faire bénéficier un peu donc de mon expérience et de mon savoir-faire et avoir une certaine liberté d'action sur différents domaines d'activité. Et puis après 17 ans d'expérience que j'ai eu en fait avec cette société-là, j'ai souhaité aussi en fait en parallèle faire une formation MBA qui va me permettre du coup de faire un coup de boost vraiment sur mes compétences, surtout dans le digital, parce qu'il y a énormément de choses qui ont évolué dans le digital, dans le marketing digital, et je souhaite en fait vraiment, on va dire, rentrer en profondeur dans tous les effets de levier qu'aujourd'hui offre le digital dans le marketing. Donc voilà pour résumer mon parcours. D'accord, parfait. Bravo, franchement, c'est un grand parcours. Merci. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je t'ai invité au podcast. Donc,
C'est pour nous parler un petit peu du domaine. Déjà, j'ai une première question. C'est pourquoi tu as choisi ce domaine de communication et de digital marketing, puis du marketing dans les études? Est-ce que c'était par passion ou c'était par obligation? C'était pour quelle raison, en fait? Alors, c'était plutôt par affinité. Alors, je suis passé par un bac comptabilité, alors, donc du coup, rien à voir. Et puis après, je suis passé par un BTS, ça s'appelait assistant de gestion PME-PMI, où en fait, il y avait l'introduction dans la communication et du marketing dedans, et ça m'a beaucoup plu. Et c'est pour ça que j'ai continué jusqu'à l'école de commerce, qui était une école de commerce plutôt généraliste. Et du coup, j'ai pris des options, on va dire, marketing dans cette école-là et j'ai professionnalisé mon parcours marketing avec de l'alternance dans cette école de commerce où j'avais 2 ans où je travaillais dans le marketing euh, dans 2 entreprises. Alors, une pour l'école de commerce en fait pour laquelle j'étais rentré et une autre en fait pour une entreprise qui s'appelle les Papeteries du Léman. Et du coup, j'ai vraiment professionnalisé mon approche du marketing. Et ce qui m'a plu dans le marketing, c'était, on va dire, que l'action que j'avais permettait en fait d'influencer les comportements et de déclencher les actions chez les personnes. Et le côté un peu sociologie en fait qu'il y avait derrière m'intéressait beaucoup. Donc, même si je pouvais en fait avoir quelque part un petit pouvoir d'influence du coup dans l'action des différentes personnes, j'aurais pu faire peut-être commercial qui a aussi en fait un pouvoir d'influence dedans, mais du coup j'aimais cette notion, on va dire, un petit peu plus d'influence, on va dire, de masse au travers des actions marketing. Alors j'aurais pu faire dans la politique, hein, quelque part dans ce pouvoir d'influence, mais c'est pas du tout mon credo en fait, évidemment. Mais j'avais aussi des velléités à vouloir y mettre du sens dans ce marketing parce que quelque part, quand on souhaite en fait un petit peu en fait influencer le comportement d'achat des gens, en fait, on peut aller dans, on va dire, dans le côté un peu dark de la force, j'ai envie de dire, où il y a que le business, on va dire, qui drive uniquement le fait de déclencher des actes d'achat, mais également en fait plutôt du côté plutôt white de la force où en fait à l'inverse, j'ai souhaité fait plutôt y mettre du sens et je me suis retrouvé en fait un petit peu dans l'entreprise dans laquelle je travaillais puisque c'était la transformation digitale documentaire, c'était un domaine qui était dans le digital, c'est un domaine qui allait dans la dématérialisation du document, donc dans l'esprit où en fait on consomme de moins en moins du coup du papier, où on consomme de plus en plus dans le numérique, donc je me retrouvais en fait un petit peu dans ce sens-là. Et puis voilà, et puis demain dans toutes les actions que je souhaite mener, que ça corresponde en fait aussi à des valeurs quelque part que je porte peut-être dans l'écologie, dans le sens en fait au sens général du terme, c'est-à-dire de pas en fait influencer dans uniquement le fait de rentrer dans une société de consommation et de surconsommation, mais de mettre l'acte d'achat dans le sens que les gens peuvent en fait avoir aujourd'hui. Ouais, je comprends en fait quand un truc en fait a un sens, on arrive vraiment comment dirais-je, à le suivre. C'est-à-dire que je suppose, d'après ce que j'ai compris, c'est par exemple, moi je vais te demander de faire du marketing pour quelque chose dont vous n'êtes pas vraiment bien convaincu. Donc là, je pense Mhm. que tu vas pas vraiment bien pouvoir influencer les gens, du moment que déjà, toi, tu trouves pas du sens par rapport à ça. Tu n'es pas vraiment très convaincu par rapport à ça, j'imagine. C'est ça, c'est un peu ça. Exactement, exactement. Donc, j'irai pas dans n'importe quel business, on va dire, de toute façon, voilà, parce que je fais donc du consulting, ou s'il y a en fait un business pour lequel je suis pas forcément, on va dire, raccord, peut-être que du coup, par l'action marketing, en fait, on peut influencer également, on va dire, l'évolution de l'offre produit d'un fournisseur qui peut aller plus, du coup, dans le sens par exemple, voilà, par exemple, on parle beaucoup de bio, on parle beaucoup de circuits courts, on parle beaucoup de mettre du sens vis-à-vis donc de la planète aujourd'hui dans sa consommation. Ouais. Dans également
de faire consommer aussi les gens des choses dont ils ont réellement plutôt besoin, plutôt que uniquement, on va dire, une envie, on va dire, sur un achat en fait impulsif pour un produit pour lequel, eh ben, ils n'ont pas forcément la nécessité sur le long terme, ou en tout cas, ce sera que du court-termiste, ça va se retrouver comme produit uniquement donc dans les placards ou dans les tiroirs du coup des maisons et va pas être forcément utilisé. Donc c'est ça, simplement en fait que le sens qu'il y a en fait moi en fait intrinsèquement par rapport en fait à mes valeurs, que malgré tout en fait on trouve aussi en fait une influence que l'on peut porter dans l'acte marketing et demain on va dire dans l'acte d'achat du consommateur. Et ça va aussi dans le sens un petit peu de l'histoire, parce que les gens recherchent de plus en plus de sens dans leur achat, dans leur investissement. Et je pense même s'il y a peut-être une prise de conscience générale sur la planète, sur le climat, sur l'écologie, sur l'environnement, sur le respect, on va dire, de tout à chacun, je pense que de toute façon, ça ira aussi dans le sens du coup des entreprises qui doivent de plus en plus montrer, on va dire, une politique verte, une politique de conscience également, on va dire, de l'être humain et qui ira dans une bonne émulation quelque part. Donc peut-être que je suis un petit peu très positif, peut-être un peu trop fleur bleue, on va dire, dans mon approche, mais c'est quelque chose pour lequel en fait j'ai envie de défendre par rapport à une société de surconsommation. Alors que moi, dans le marketing, ça pourrait aller dans l'opposition parce que je veux que il y ait un maximum donc, de gens qui consomment quelque part le produit que j'aimerais vendre. Mais c'est au travers donc, du sens que je pense que les gens se retrouvent plus quelque part dans leur consommation. Ouais, je comprends, c'est quand même une bonne approche. Là, en fait, j'ai juste une question par rapport à cette entreprise et en fait et au métier que tu exerces actuellement. Est-ce que est-ce que tu exerces juste en fait sur le marché français ou sur un marché beaucoup plus global que... Alors aujourd'hui, en fait, donc l'entreprise pour laquelle je travaillais avait un rayonnement, bon, quand j'étais rentré il y a 17 ans, franco-français, donc, et puis après, c'est développé à l'international pour atteindre jusqu'à 16 pays. Euh, et puis redescendu en fait un petit peu après avoir atteint cet apogée. Mais du coup, on avait un rayonnement au niveau international. Et aujourd'hui, en fait, mon activité, en fait, je la concentre plutôt en fait, donc mon activité une fois que je suis sorti de cette entreprise et que je propose du consulting marketing, plutôt en rayonnement France aujourd'hui, parce que j'essaye aujourd'hui d'avoir une visibilité sur LinkedIn et de publier, on va dire, de faire des publications exclusivement en fait français. Après, je suis pas fermé en fait pour des entreprises à l'international, puisque j'ai déjà travaillé à l'international. D'accord. Et là, quand tu as travaillé, enfin, quand tu travailles à l'international, tu es confronté certainement aux différences entre les cultures et entre les modes de consommation des gens. Est-ce que ça pose un problème ou est-ce que tu arrives à gérer ça facilement? Alors oui, effectivement, alors on a été confronté forcément alors notamment par exemple, pour les pays du Maghreb, parce qu'on avait Tunisie, Maroc, Algérie dans les pays sur lesquels on distribuait notre offre. Et effectivement, en fait, on avait, on va dire, des échanges avec donc, nos représentants en fait locaux pour adapter le discours et pour que ce soit le plus pertinent possible en fait avec donc on avait une base commune, on avait quelque part en fait une stratégie, une ligne éditoriale qu'il fallait en fait communiquer en fait en standard, puisqu'en fait l'image de marque doit être, on va dire quelque part constante, peu importe où on la communique. Et il fallait qu'on ait une cohérence de toute façon, même lorsqu'on devait localiser, en tout cas personnaliser, on va dire les messages dans les différents pays. Mais on était en fait à l'écoute de nos interlocuteurs sur place pour pouvoir adapter le message et que ça corresponde plus aux besoins du pays en fait en question. Et même parfois, c'était carrément notre offre qu'il fallait adapter, puisqu'il y avait quand on vendait nous donc des scanners et des solutions sur ces pays-là, et ben il y avait plutôt donc des marques qui étaient plus importantes en fait à pousser dans ces différents pays que en France ou alors en Suède ou en Allemagne.
Ouais, c'est normal. D'accord, c'est intéressant. Là, en fait, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des choses que tu avais vraiment envie t'aurais aimé en fait savoir avant de commencer la carrière? Je sais pas, des choses qui auraient peut-être changé tes choix. Alors moi, ce que j'aurais peut-être aimé savoir avant de commencer ma carrière, c'est plutôt, on va dire, que l'on conseille dans le fait d'aller jusqu'au bout vraiment de ce qu'on pense et que l'on matérialise dans l'action. C'est-à-dire, on peut toujours en fait avoir quelque part, même quand on commence, on a un peu le syndrome de l'imposteur entre guillemets, et on écoute énormément en fait autour de soi. Et il est important d'écouter en fait autour de soi les différents conseils, mais il est important également donc de s'en faire son propre jugement et sa propre direction, et que on ne trouve uniquement un peu sa voie uniquement dans l'action qui est cohérente avec ce que l'on pense. Et plus en fait on rentrera dans l'action, plus on expérimentera et des échecs et des succès, mais des échecs, ça va correspondre aussi en fait à des apprentissages. Ouais. Et c'est ce qui va nous permettre vraiment de se développer personnellement et d'alimenter sa propre expérience au profit des expériences futures. Donc il faut pas hésiter en fait, il faut pas être timoré dans son action, il faut y aller, il faut se planter. Il faut pas avoir peur du coup de l'échec et se dire qu'à un moment donné, on se relèvera quelque part de tous ces échecs quelque part et on apprendra euh, bien plus quelque part que lorsqu'on a des succès. Si on a une carrière pour laquelle en fait on a plein de succès ou on a que des succès, c'est pour moi je pense en fait un échec en soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas appris. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire on n'a pas appris. Si on n'est que successful dans toute sa carrière, c'est qu'on n'a pas pris de risque. C'est qu'on est, à mon avis, en fait, on a tellement été dans sa zone de confort que finalement, en fait, on a tellement peu pris de risques que finalement, c'est pas très normal quelque part. Oui, vous avez raison. Ouais, tu as raison, désolée. En fait, des fois, je Ouais, pas de tutoie, des souci, fois, je reçu. vous vois. Non, faut pas hésiter à me tutoyer, pas de souci. Désolée. Alors, euh, le métier du marketing et de la com et tout, ça a évolué énormément en fait, et ça continuera à évoluer parce que ça Mm. dépend en fait du client, ça dépend en fait des moyens utilisés pour communiquer, pour marketer et tout ça. Donc, Mhm. comment tu juges en fait cette évolution, ces 17 ans d'expérience, comment c'était? C'est-à-dire par rapport à l'évolution du métier et tout. Par rapport à l'évolution, alors moi, je me souviens, moi, quand j'ai démarré, même quand j'étais en fait en école de commerce, j'ai démarré en fait avec un peu les tout débuts d'Internet, où, alors je sais pas quel âge tu as, mais moi, quand j'ai démarré en fait Internet, on avait un modem qui était en fait à côté du PC et qui faisait un bruit affreux, style en fait un fax extrêmement bruyant, donc pour pouvoir se connecter à Internet avec des débits qui était incroyablement bas. En fait, forcément, de l'époque, c'était que du démarrage. Donc, simplement pour dire d'où j'ai démarré, et ça fait effectivement un petit peu dinosaure de parler de ça, mais aujourd'hui, en fait, on va dire à la puissance que l'on a en fait autour du digital et les réseaux sociaux, on va dire, qui ont un impact aujourd'hui extrêmement fort quelque part sur la visualisation en fait aujourd'hui de la consommation des informations sur mobile. Avant, on avait la télé qui était rentrée dans le salon, qui était rentrée dans le salon du coup des gens il y avait des publicités qui pouvaient en fait influencer. On avait l'internet en fait qui donnait accès, on va dire on va dire une quantité d'informations folles. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux qui permettent en fait, grâce aux algorithmes dédiés pour chaque réseau social, Ouais. à pousser donc du contenu extrêmement personnalisé et qui va jusqu'à effectivement influencer énormément. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'influenceurs qui se sont mis sur ces créneaux-là, qui ont une notoriété, on va dire, propre au contenu qu'ils proposent. Et il y a une starisation qui se fait en fait au travers de ces influenceurs-là et qui permet du coup lorsqu'ils doivent faire des placements de produits, d'influer sur l'achat de ces produits. Donc on voit il y a des révolutions qui se font aujourd'hui dans la diffusion de l'information et qui rentrent de plus en plus dans l'intimité
du coup des gens et qui rentre, on va dire, quelque part presque dans la tête des gens, puisque tous les comportements sont suivis dans les réseaux sociaux, les likes, etc. Enfin voilà, c'est l'algorithme qui fait aujourd'hui qu'il y a une puissance extrêmement forte. Alors on peut effectivement la décrier d'un côté et, et la promouvoir de l'autre côté, mais on va pas rentrer dans ces débats-là. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement puissant, que c'est tellement puissant qu'on constate qu'il y a une influence extrêmement forte grâce aux réseaux sociaux. Ouais, mais en fait, moi, par rapport aux réseaux sociaux, c'est un peu compliqué parce que, comme tu as dit, c'est des algorithmes derrière. Et normalement, le consommateur qui n'est pas vraiment conscient de ça, il est des fois, pas des fois, mais en fait, il est manipulé tout le temps par ce qu'il voit, C'est par ça. tout. Ouais, exactement. Et les réseaux sociaux sont conçus d'une manière à ce que la personne vraiment soit addicted du social media en même temps pour que ça consomme beaucoup, en fait. Donc, c'est un peu compliqué. Peut-être que c'est positif pour vous en tant que marketeur et tout, mais pour, par exemple, les gens comme moi, en fait, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que des fois, je, Oui, je me sens, je me sens manipulée, des fois, je consomme des choses en fait, des fois, vraiment, comment dirais-je, des fois, j'achète des choses, même si j'en ai vraiment pas trop besoin. Je sais pas, parce que je suis influencée par, oui, 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 par- ouais, c'est exactement ça. Donc on est un petit peu en fait enfermé dans une boucle. Plus on like des choses, plus en fait il y a les mêmes types de contenu qui est proposé, ce qui ouais. fait on s'enferme un petit peu dans une boucle en fait à l'intérieur. Donc c'est là où on peut se dire que c'est un petit peu dommageable malgré tout. Je dirais, on va dire, au niveau sociologique, au sens large du terme. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je prône, on va dire, quelque part plus de sens au travers donc des actions que l'on effectue. Et que d'acheter, on va dire, uniquement, on va dire, des produits qui sont montrés par des influenceurs, etc. Ça peut être bien si, quelque part, le produit qui est défendu et bien pour la planète, qui est fait en fait avec des ingrédients où il n'y a pas de substances, on va dire controversées en fait à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, on va dire, de sens à trouver donc dans les marques et elles ont de plus en plus donc de responsabilités derrière. Aujourd'hui, aujourd'hui, enfin, nous en fait en France, de demain, on va voter pour notre prochain président de la République. Donc le vote, en fait, un acte très conséquent, mais aussi l'acte d'achat a également, on va dire, une influence également fort aujourd'hui sur ce que va devenir demain quelque part la planète. Donc c'est aussi un acte social que l'on fait et Mm. qu'il est important de prendre en compte et que les marques aujourd'hui doivent absolument prendre en compte par éthique déjà, mais également aussi par rapport en fait à leur vente, parce que je pense que ça ira dans le bon sens si on fait du marketing éthique et ça favorisera à terme, enfin en tout cas les ventes sur le long terme. Bon, en tout cas, j'espère que les marques prennent en considération ça, en fait, qu'ils pensent un petit peu aux valeurs et aux éthiques et tout. Donc, j'espère vraiment. Donc, là, je vais te poser une question par rapport à, comme tu as parlé tout à l'heure, en fait, des échecs et des réussites et tout. Donc, j'aimerais savoir si vraiment tu as reçu un coup difficile, vraiment un grand échec. C'est sûr que échec, en fait, c'est de l'apprentissage, comme tu l'as dit, mais au moins, j'aimerais savoir si tu as vraiment eu un grand coup difficile et ce que tu as pu, en fait, apprendre à travers cette expérience-là. Alors, forcément, j'ai eu des enfin, comment dire, des échecs, en tout cas des actions que j'ai pu en fait effectuer, on va dire, dans ma carrière qui n'ont pas eu, on va dire, l'effet escompté, etc. Mais je voudrais pas en fait forcément, on va dire, en faire le listing là parce que ça apporterait pas grand-chose. Mais ce que je peux peut-être plus dire, c'est parce que dans l'un peut-être de mes plus gros échecs ou regrets, c'est parce que j'ai passé 17 ans dans une entreprise et j'ai pas eu forcément, on va dire, l'occasion peut-être de bouger plus tôt, d'expérimenter, on va dire, d'autres entreprises, d'autres façons donc de voir les choses, et que du coup, ça m'aurait permis, on va dire, de développer mon expérience. Donc moi, c'était peut-être un peu mon plus gros échec, c'est de pas avoir fait plus d'expérience dans d'autres entreprises.
et qu'aujourd'hui, c'est ce que je peux conseiller en fait un petit peu, c'est de s'alimenter de plusieurs expériences bah, pour bah, peut-être soit se lancer dans l'entrepreneuriat, soit changer de poste, ou en tout cas ne pas se limiter par rapport, on va dire, à des craintes ou des peurs que l'on aurait, peut-être intrinsèquement personnelles, et que derrière il faut tenter un peu l'aventure à l'extérieur et sortir de sa zone de confort parce qu'il y a tellement de richesses en fait à aller chercher au-delà de sa zone de confort Ouais. que ça apporte en fait énormément. Donc c'est peut-être en fait plus en fait un regret, mais qui se transforme peut-être à un conseil à ceux qui nous écouteraient aujourd'hui. Et ne pas se être timoré et ne pas se dire qu'on a le syndrome donc de l'imposteur qui nous empêcherait on va dire d'agir et de se lancer, de se jeter un petit peu en fait quelque part dans la bataille, dans des nouveaux projets, parce que plus ça correspondra on va dire à votre vous profond, plus vous serez passionné dans votre travail. Et plus vous êtes passionné dans votre travail, plus vous y mettrez de l'énergie, plus vous y mettrez de l'énergie en fait au bon endroit, et plus vous aurez du succès. Donc ce sera forcément, on va dire, une énergie positive et une émulation, on va dire, positive, qui fera que derrière vous en sortirez forcément plus grand et qu'il y aura forcément, on va dire, du business. Si des fois il y a le côté un peu financier qui peut faire peur, etc., de se lancer dans une nouvelle aventure, mais forcément à un moment donné, en fait, on y retrouvera son compte. D'accord. En fait, je sais pas si c'est, par exemple, ici au Maroc, pour ma génération, je suis un peu plus jeune que vous, et ma génération, elle est considérée un petit peu volatile, c'est-à-dire qu'on change beaucoup de travail, et le problème, c'est que on est considéré vraiment pas très loyaux, c'est-à-dire que les sociétés voient pas vraiment ça positivement, parce qu'à chaque fois, si je change de boulot au bout d'un an et demi, 2 ans, 3 ans, Mhm. enfin, les entreprises n'apprécient pas beaucoup ça. Mais je sais pas si c'est la même chose en France. Par rapport aux Steve Génération, est-ce que tu as remarqué que, par exemple, la nouvelle génération sur le marché du travail est beaucoup plus volatile? Est-ce qu'elle change beaucoup plus de boulot que la vôtre? Et puis voilà, je sais pas ce que vous pensez. Oui, oui, c'est vrai, c'est une très bonne remarque. Oui, elle est un peu plus. Alors, je dirais pas volatile, c'est un petit peu péjoratif. En fait, dans l'état d'esprit dans lequel cette jeune génération va dire se met, c'est que même si c'est une conséquence, on va dire le fait d'aller d'entreprise en entreprise, mais elle recherche et ce que je trouve ce qui est bien, plus de sens du coup à leur quotidien et au travail dans lequel en fait ils sont. Et c'est pour ça que dès l'instant en fait où ça correspond pas en fait à leurs valeurs, où ça correspond pas, on va dire, à leur développement, on va dire, personnel, et indépendamment, on va dire, du salaire, du coup qu'ils en retirent, parce qu'aujourd'hui le salaire en fait est de moins en moins en fait dire considéré et important, on va dire, dans le travail de cette jeune génération, car elle souhaite de plus en plus être bien dans le travail. Dans l'entreprise dans laquelle en fait ils sont, que ce soit en fait par rapport on va dire aux valeurs de cette entreprise et par rapport on va dire au contenu du travail en fait en lui-même, qui soit on va dire le plus intéressant possible intellectuellement et en rapport on va dire à leurs valeurs. Et ce qui va faire que s'il y a quelque chose qui va pas, on va dire, et dans le management et dans le fond même du coup du travail, elles iront, on va dire, chercher, on va dire, bah, ces valeurs-là et l'intérêt en fait à un travail, on va dire, dans d'autres entreprises. Donc, je pense que c'est plus, enfin, à mon sens, les entreprises qui doivent se remettre en cause par rapport à cette génération-là et qu'elles doivent plus chercher, on va dire, à trouver comment les retenir plutôt que de jeter un peu l'opprobre en fait sur cette génération-là qui cherche du sens. Et je pense qu'en fait, par rapport en tout cas à la mienne de génération, elle est beaucoup plus consciente de l'environnement, de l'écologie, et je pense que c'est des choses, on va dire, qui sont, elles sont beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, pour paraphraser, on va dire, quelqu'un aware quelque part du monde dans lequel en fait on est. Et je pense que c'est des choses qu'il faut plutôt promouvoir plutôt que de les qualifier quelque part d'une génération, on va dire, volatile, parce qu'en fait elles ne le font pas dans un sens de mercenaires. Elles le font plutôt dans un sens, on va dire,
qui est liée justement, on va dire, à des valeurs profondes et à un sens qu'elles veulent donner, on va dire, à leur travail. Exact, oui, parce que c'est vrai. En fond, quand je discute avec des gens de ma génération et tout, et des gens plus jeunes que moi, ils cherchent du sens. À chaque fois qu'ils sont dans une Mhm. entreprise où il n'y a pas vraiment, que ça, en fait, ça n'a pas de sens par rapport à, que ça marche pas aussi dans le sens de leurs valeurs et tout ça, ils quittent, tout simplement. Donc, oui. Et là, en fait, Ouais. j'ai une question. Euh, Est-ce que, en fait, quand tu as décidé d'aller vers auto-entrepreneur et tout, est-ce que la période du confinement et de Covid et tout ça, ça n'a pas influencé un petit peu le choix et tout? Clairement, non. Enfin, en tout cas, pour moi, personnellement, non. D'accord, Ça n'a d'accord. pas eu spécialement du coup d'influence. Moi, c'est après derrière, c'est vraiment, on va dire, de recul après 17 ans du coup d'expérience où en fait, on a trouvé en fait un accord avec mon entreprise pour que derrière, ce soit plus facile en fait à ce que j'engage, on va dire, cette activité d'auto-entrepreneuriat. Voilà, peut-être que si j'avais eu dans ces 17 ans, si j'avais côtoyé 3, 4, 5 entreprises, j'aurais peut-être eu la richesse, on va dire, suffisante pour ne pas peut-être me lancer en fait en entrepreneuriat. Donc c'est plutôt cette entre guillemets cette longue expérience avec une zone de confort peut-être un peu trop en fait importante pendant ces 17 ans D'accord. euh, qui m'a permis d'être motivé en fait à me lancer dans le consulting. D'accord. En fait, pourquoi j'ai posé cette question, c'est parce que normalement, j'ai remarqué, en fait, et je suis pas la seule, que à travers le monde, il y a vraiment eu un changement, en fait, de carrière et des choix de carrière suite à cette période-là de confinement, parce que ça a donné le temps aux gens pour réfléchir, pour Mmh. en fait comprendre beaucoup de choses. Donc, il y a, par exemple, aux États-Unis, on parle de Great Resignation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont démissionné de leur job, donc pour se lancer soit dans l'entrepreneuriat, pour changer de boulot et tout. Donc, il y a plusieurs Mmh. personnes, même au C'est Maroc vrai. en fait, même au Maroc, c'était la même chose. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat après en fait cette période. C'est pour cela que j'ai posé la question. D'accord. Là, j'ai une autre question. J'aimerais savoir, Monsieur Kevin, est-ce que vous avez des livres ou j'ai bien prononcé le prénom, Kevin. Oui, 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 bien sûr, mais c'est Monsieur Kevin en fait qui me fait rire. D'accord. C'est pour ça. Alors, j'ai une question par rapport à, par exemple, est-ce qu'il y a vraiment des livres ou des podcasts ou des ressources que vous pouvez conseiller aux gens qui sont en fait dans le même domaine que vous ou des gens qui souhaitent se lancer dans le même domaine? Alors, je lis en fait assez peu de livres. Ça peut dire que je lis pas, mais je lis beaucoup, on va dire, de contenu sur Internet, hein, très clairement. D'accord. Euh, et alors, du coup, bah, moi, je suis en fait en ce moment en train donc de faire un MBA en fait en stratégie marketing et communication digitale. Donc ça, c'est avec une école en fait que j'effectue en fait à distance qui s'appelle VisiPlus. Donc moi, je recommande en fait et on voit qu'on est dans le domaine dans le monde de la digitalisation, on va dire, de monde, on va dire, où il y a beaucoup plus, on va dire, de choses qui se font à distance. Ouais. Et ça me permet, en fait, d'avoir de la flexibilité également dans mon consulting, en fait, en parallèle. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, on est de plus en plus, en fait, enclin à avoir ce type de contenu, en fait, informationnel à distance. Et en termes de podcast, alors moi, ce que je suis en fait actuellement, c'est Caroline Mignot sur LinkedIn. En fait, elle est très présente sur LinkedIn. Elle fait beaucoup de podcasts sur Marketing Square. Et aussi, en fait, elle est avec un groupe de personnes sur Clubhouse. Et donc, du coup, je suis beaucoup, on va dire, le contenu, on va dire, qu'elle communique, parce qu'elle s'entoure également donc de professionnels expérimentés donc dans leur partie. Et ça m'apporte beaucoup sur la vision qu'ont quelque part cette nouvelle génération sur le digital et sur le marketing. Et donc voilà, donc je recommande vivement. Ok, parfait. Par rapport en fait à LinkedIn et tout, je vois que tu es très actif sur LinkedIn. Est-ce que tu as une Mhm. stratégie bien donnée pour la création du contenu, par exemple, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui essaient d'être
par exemple, de partager du contenu d'une manière très régulière et essayer d'engager le maximum de personnes ou je sais pas Mhm. comment tu fais en fait. Est-ce que tu vises le maximum de personnes, un contenu régulier, ou est-ce que tu postes quand tu as vraiment quelque chose d'important à dire ou quelque chose d'important qui va apporter de la valeur aux gens? Alors oui, oui. Alors moi, j'ai redécouvert LinkedIn parce qu'en fait, j'avais une façon en fait avant dans mon ancienne entreprise du coup de poster, on va dire très corporate au travers du coup des profils d'entreprise. Et j'ai vraiment redécouvert LinkedIn depuis que j'ai posté en fait à titre personnel et depuis que j'ai essayé de me créer quelque part un nouveau réseau sur donc des personnes qui étaient donc des profils plutôt un peu comme moi communicants. Et donc là, j'ai vraiment donc découvert et apprécié LinkedIn en postant, on va dire, des contenus que je considère, en tout cas pour moi, voulant donner, on va dire, de la valeur sur ce que j'estimais pouvoir en fait apporter sur ce réseau et en ayant effectivement, on va dire, plus de visibilité. Alors moi, j'ai une stratégie qui est plutôt, on va dire, le fait de faire du marketing simplement et de vulgariser, on va dire, le marketing pour que ça paraisse du coup le plus accessible possible, puisque plus on est simple, plus on va dire quelque part les clients potentiels demain euh, auront, on va dire, verront, on va dire, le message et le message en fait que l'on postera, on va dire, aura en fait un impact. Donc, je prends vraiment pour un marketing le plus simple possible, parce qu'aujourd'hui, on est dans une guerre de l'attention qui est assez féroce en fait, hein, que ce soit sur LinkedIn, soit sur d'autres réseaux sociaux. On a une seconde, une ou 2 secondes pour marquer l'attention en fait à un moment donné. Donc, il faut être extrêmement accrocheur, visuel, pour publier du coup le contenu, on va dire, qui soit en fait intéressant et faire en sorte que du coup, une fois cette accroche passée, et ben les gens continuent, on va dire, à lire le contenu qu'on a à leur proposer et toujours être extrêmement, on va dire, intéressant et avoir ce qu'on appelle le copywriting le plus pertinent possible par rapport, on va dire, au contenu que l'on souhaite donner. Et ça, en fait, moi, j'ai une stratégie sur LinkedIn, c'est que j'essaye d'y associer quelque part un peu d'humour ou un peu, du coup, donc des personnages de la culture pop, de la culture populaire Ouais. dans des carousels. Je suis pas très extrêmement prolifique sur le fait de poster extrêmement régulièrement. J'en vois beaucoup qui le font ici et qu'ils prônent cela parce que du coup ça leur donne beaucoup de visibilité parce que ils se retrouvent très fréquemment, on va dire, sur les fils d'actu de les des personnes qui sont sur LinkedIn. Mais je trouve que ça fait beaucoup de masse, on va dire, d'informations et je privilégie en tout cas moi un peu plus de publier un peu moins fréquemment et en essayant, on va dire, de concentrer, on va dire, de plus de qualité dans les posts que je fais. Mais ça ne veut pas dire que les autres, on va dire, quand ils postent, on va dire fréquemment, n'ont pas de qualité. Hein. Ça veut pas dire ça veut pas dire ça. Oui, je comprends. Ça veut dire que juste, moi, j'ai juste une stratégie de bien réfléchir, on va dire, mes messages, mes carousels. Et j'essaie donc de faire des carousels parce que c'est important que du coup, dans l'algorithme de LinkedIn, qu'on passe du temps sur les publications parce que ça permettra du coup après sur LinkedIn à ce que cette publication-là soit proposée, on va dire, à d'autres et qu'il y ait le plus d'interaction possible. Donc voilà, donc c'est ma stratégie et ça m'a bien aidé en fait, en tout cas au début dès que j'ai posté, puisque j'ai eu beaucoup, enfin ce que j'estime beaucoup de likes et de commentaires, c'est que quand moi je postais sur mon profil à partir de mon entreprise, si on dépassait les 10 ou 15 likes, et en plus c'était plutôt des employés qui likaient, on va dire, les contenus, Exact. c'était le grand maximum en fait donc c'était vraiment ridicule. Quand j'ai posté celui qui a eu le plus de succès, où j'en avais 2000 likes, où j'avais 400 commentaires, euh, il a été vu peut-être 200 000 fois. Voilà, il a fait un petit peu le buzz. C'est là que je me suis rendu compte du potentiel de l'algorithme de LinkedIn, qui allait au-delà également de ses propres abonnés et qui permettait vraiment de pouvoir populariser et booster du contenu en fait à forte valeur ajoutée. Si les gens s'y retrouvaient et ça pouvait voilà donner de la visibilité et c'est là que je me suis dit que j'allais continuer de construire en fait autour de cette approche.
D'accord. En fait, tu as raison par rapport à ça. En fait, j'ai remarqué que, par exemple, quand on passe par une page, par exemple, d'entreprise, que en fait, il y a moins d'interaction. Hmm. Et we reach less people than quand on poste avec nos propres comptes. Ça, je l'ai remarqué. Vous avez raison. Peut-être que Oui, ça a quelque chose à voir avec l'algorithme lui-même de LinkedIn. Je sais pas. Euh, complètement, c'est ça. C'est l'algorithme LinkedIn, il pousse beaucoup plus. LinkedIn est un réseau social, donc il pousse les échanges, je veux dire, au niveau social et par rapport en fait au compte entreprise. Il développe peu de visibilité sur les comptes entreprises, tout simplement parce que LinkedIn veut vendre aux entreprises des contenus sponsorisés. ah, Donc, d'accord. c'est la raison pour laquelle LinkedIn, du coup, si les entreprises veulent avoir de la visibilité, et ben en fait, par défaut, ils essaient donc de motiver du coup les entreprises à plutôt prendre des postes sponsorisés et à payer. D'accord, voilà. D'accord, j'ai bien compris maintenant. Ouais. Et j'ai remarqué en fait que, bon, parce que moi en fait avant je suivais beaucoup du contenu, je dirais américain, plutôt anglo-saxon, mais dernièrement j'ai commencé à voir en fait le contenu français et francophone et j'ai remarqué qu'il y a vraiment des copywriters qui sont vraiment à la hauteur et j'ai bien aimé en fait que ce soit leur stratégie ou leur contenu, ça apporte beaucoup de valeur et j'ai appris beaucoup de choses en fait ces derniers mois. Donc j'apprécie beaucoup ce que vous faites tous en fait. Bravo. Merci. En tout cas, je pense que qu'on a fait le tour de toutes les questions. En tout cas, c'était vraiment très enrichissant et j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup, Monsieur Kevin, pour d'avoir accepté l'invitation. Et Et merci beaucoup aussi, Sophia, de m'avoir invité. merci, bienvenue au Maroc. Je pense que ça vaut le coup d'être visité, ça vaut le coup aussi. Le marché aussi, peut-être, ça pourrait être intéressant pour toi et pour les autres Français en fait qui opèrent dans le domaine. Donc voilà, je dirais à bientôt peut-être. Ok, parfait. Merci beaucoup, Sophia. À bientôt.